il y a des esthétiques terrifiantes, celles qui transcendent l'horreur du quotidien et qui nous immergent dans des visuels cauchemardesques. Les espaces liminaux en font partie. Ce sont des lieux de transition où le familier se mêle à l'inconnu. Ils se manifestent dans des endroits tels que des couloirs déserts, des gares vides ou des rues plongées dans la pénombre. Ces lieux évoquent un sentiment de flottement entre deux mondes. L'horreur réside dans l'incompréhension d'être dans un lieu qui a perdu sa fonction première, accueillir du public, de la vie et du mouvement. L'espace liminal est un lieu intermédiaire où le temps semble s'étirer. Ces lieux ont la capacité d'évoquer des sentiments d'inconfort en plaçant l'individu dans un état intermédiaire entre le connu et l'inconnu. D'ailleurs, toute personne ayant joué à un jeu vidéo s'est vue explorer un espace liminal au moins une fois, en marchant des kilomètres dans des lieux étrangement vides. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est dans Minecraft que je me sens particulièrement seul. L'absence de vie, durant des heures de jeu, m'entraîne à ne plus attendre personne. Cette esthétique d'Eliminal Space, c'est un certain Kane Parsons qui l'utilise comme son terrain d'expérimentation favori. Plus connu en ligne sous le pseudonyme Kate Pixel, ce jeune réalisateur s'est fait connaître pour sa série intitulée The Backroom, inspirée de la légende urbaine du même nom. Il est également le réalisateur de The Oldest You, qui explorait des thèmes de lieux perdus. Cette année, nous avons eu la chance de voir apparaître sur sa chaîne une nouvelle série nommée People Still Live Here. Et bien qu'elle soit qu'à balbutiements, j'ai eu envie d'analyser ce début de série afin de commencer à explorer différents thèmes et hypothèses. Commençons donc par l'épisode 1. Un homme est allongé au sol. Il semble observé par des yeux mécaniques. Progressivement, l'homme semble s'assoupir et l'image d'un sublime ciel bleu s'ouvre à nous. Et la vidéo prend fin. Les yeux mécaniques sont ceux d'une Laffoon-Head, très populaire dans les années 70. Elles sont inspirées du travail de l'artiste allemand Peter Fulgerhen. Ces têtes mécaniques avaient pour particularité de cligner des yeux en chantant du yodel. En fond sonore, nous pouvons entendre un code Morse en accéléré. Celui-ci pouvant être traduit par « Et maintenant, mon corps ne fait plus qu'un avec une terre lointaine. Je suis le pré et le ciel qui m'entoure. Tu travailles pour la terre et ainsi en retour, la terre t'accepte. Tu penses peut-être que ton travail est fini lorsque le moment de partir arrive, mais la terre se souviendra toujours de ce que tu lui as donné. Avec le temps, toi et ton travail vivrez à travers elle. Il est possible que lorsque l'homme a fermé les yeux, il soit mort. Mais son travail a laissé vivre sa mémoire à travers le temps. La seconde vidéo s'ouvre sur le menu d'un jeu datant de 2005. Dès le début, il est précisé qu'il a été conçu par Clifton J. Sewell. Ce jeu retrace les événements que Sewell aurait vécu entre 1934 et 1946. Sewell étant le titre de la première vidéo, il semblerait que l'homme que nous avons vu s'éteindre est bien Clifton J. Sewell. Cette hypothèse semble confirmée par le message à la mémoire de Clifton J. Sewell, confirmant son décès. Pour en savoir plus, rendez-vous dans la description de la vidéo où on y trouve son extrait de rubrique nécrologique. On apprend qu'il est décédé le 12 février 1994. Il travaillait comme Human Computer pour le gouvernement. Un Human Computer désigne une personne qui effectuait des calculs complexes à la main avant l'avènement des ordinateurs. Par exemple, Alan Turing, qui a conçu le fameux test de Turing, était un Human Computer. Dans les grandes lignes, car il était surtout mathématicien, cryptanalyste et logicien. Il développait des théories fondamentales sur les machines et surtout sur l'intelligence artificielle. Cela pourrait être aussi le cas de Sewell.
Nous apprenons aussi sur cet article qu'après sa retraite, Sewell était souvent aperçu au marais de Occomock ou sur le porche de la bibliothèque publique de Bridgewater. Ces informations sont assez importantes pour la suite, mais nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, commençons la vidéo. Le jeu commence avec un dialogue expliquant que le personnage du jeu ne peut pas dormir à cause de ce qu'il a vu dans le marais. Une question étrange lui est ensuite posée. Te souviens-tu du Overgrown Man lorsque tu étais enfant ? On peut traduire overgrown de manière différente, soit au sens métaphorique, en parlant d'un homme adulte qui agirait comme un enfant, ou alors au sens littéral, ce qui signifierait un homme démesurément grand. Et cette information est vraiment très inquiétante. En tout cas, ce qu'il semble se dessiner, c'est que ce qui empêchait Sewell de dormir est de retour. L'Overgrown Man lui avait demandé d'aller dans une meadow tout seul, et il s'était toujours demandé ce qu'il entendait par là. Maintenant, le joueur s'éveille dans un marais. Il explore les environs et trouve une cabane en bois. Il descend un escalier, passe une porte et est mené dans un couloir bleu. En ouvrant la seconde porte, il se retrouve dans un espace rempli de collines verdoyantes qui semblent être The Meadow, autrement dit, le pré. Le jeu alors lui donne une mission, trouver 3 objets avant le coucher du soleil. Ce genre de mission ressemble à beaucoup de missions de jeux vidéo assez classiques. Il doit trouver ainsi un wampum, une montre et un compresseur. Nous reviendrons plus tard sur ces objets. Pour l'instant, le joueur explore la zone et découvre la montre sur une nappe de pique-nique. Pour trouver le second objet, le joueur se dirige vers une maison jaune. À l'intérieur, il trouve 3 tableaux. L'un d'entre eux semble représenter un escalier menant à une porte bleue, ce qui pourrait nous rappeler le couloir bleu qui nous a menés à The Meadow. Ce qui va permettre à notre joueur d'avancer dans sa quête, c'est une note avec un plan d'exploration, à la manière d'une carte au trésor. Poursuivant sa route, il tombe sur une fontaine et y trouve le wampum. Un wampum est une ceinture en collier composée de perles fabriquées à partir de coquillages marins. Il était utilisé par des peuples autochtones d'Amérique du Nord en tant que monnaie d'échange, mais aussi en tant qu'objet cérémoniel. C'est assez étonnant. Plus loin, le joueur découvre que la carte l'a mené à un bâtiment semblable à un bureau, entouré d'une grande clôture. À l'intérieur, des inscriptions suggèrent que cet endroit appartient à une entreprise spécialisée dans les logiciels. On peut ainsi penser que si ce jeu retrace ce qu'a vécu Sewell, alors il est possible que nous soyons actuellement dans la modélisation de l'entreprise qui a créé People Still Live Here, qui retrace la vie de Sewell. Le joueur active ensuite un interrupteur qui ouvre ce qui semble être une salle de serveur. À ce moment-là, on rencontre ceci. Oh, thank goodness. Finally someone has opened the door. I've been stuck in this room forever. L'homme nous explique qu'il est coincé dans cette pièce et espère que le berger, The Shepherd, ne sera pas en colère contre lui. Avec une telle dégaine et l'endroit où celui-ci se trouve, il est possible que cet homme soit un développeur piégé dans un univers virtuel. Le joueur récupère alors le 3e objet, le compresseur. En sortant du bâtiment, nous retrouvons l'homme derrière la clôture.
Ce dernier demande au joueur de ne rien dire sur sa présence ici, de peur qu'on le prenne pour un espion analysant les pensées des autres. Avant qu'il finisse sa phrase, il se passe ceci. Le joueur retourne alors au point de départ, alors que le soleil se couche, tandis qu'il est poursuivi par cette étrange créature. Ce jour 1 est terminé, et notre joueur est rentré sain et sauf. Mais que s'est-il passé et qu'est-il arrivé à cet homme ? Dans la vidéo suivante, nous sommes de retour dans The Meadow, qui apparaît cette fois-ci de manière beaucoup plus réaliste. Nous retrouvons nos panneaux ferroviaires, partiellement enterrés dans le sol, à la manière de pierres tombales, d'où le titre de la vidéo. D'un coup, l'un d'eux prend vie et pousse le protagoniste à s'enfuir, mettant fin à la vidéo. L'implication ici, c'est que les créatures pourraient représenter des personnes mortes dans The Meadow et que cet endroit est un cimetière. À la manière de pierres tombales, certaines victimes gisent sous terre, et l'homme rencontré plus tôt est peut-être là-dessous. Nous démarrons le jour 2 de People Still Live Here. En cette nouvelle journée dans The Meadow, le joueur doit accomplir une nouvelle quête avant le coucher du soleil. En l'occurrence, trouver de nouveau 3 objets. Dans le pré, le joueur se dirige vers une montgolfière au loin, étrangement érigée comme un point de repère. Sur le chemin, le joueur fera la rencontre d'un homme. Et après avoir engagé la conversation avec lui, il nous enjoint à aller rencontrer la peintre. Il souhaite obtenir un de ses tableaux, mais celle-ci refuse depuis un certain temps car elle n'aime pas avoir de contact avec ce dernier en raison de la couleur de ses ballons, qui visiblement sont de mauvais goût pour elle. En tout cas, il nous propose un marché. Si on lui ramène un tableau, il nous offrira le contenu de ce qu'il y a dans sa montgolfière. Le joueur se dirige alors vers une grange. Il y fera la rencontre d'un homme qui joue joyeusement de la guitare. Reconnaissez-vous ce son ? Oui, c'est le son d'Ella Funhead, celle qui sont dans la vidéo de Saywell. C'est un étrange retour au réel. Interagissant avec la botte de foin, il lui est proposé de chercher un item grâce à une partie de dé mineur. Il y trouvera le cadran solaire. Poursuivant son chemin, il y fera la rencontre de la peintre. Celle-ci lui demande s'il est envoyé par The Shepherd pour terminer sa peinture. Elle semble plutôt en bon terme avec The Shepherd. Ravie que le joueur ait complété le tableau, elle lui offre une de ses pièces que le joueur ira chercher dans une des constructions aux alentours. Le joueur y trouvera la plume et prendra un des tableaux. Sur un des tableaux, une ombre semble l'observer au loin. En explorant, il trouve un long couloir menant aux égouts. Il entend un son étrange qui l'incite à rebrousser chemin. À sa sortie, il remarque que le soleil est en train de se coucher. Il se dirige alors vers la montgolfière pour rejoindre l'homme au ballon, mais la nuit tombe de plus en plus vite. The Shepherd arrive.
Là, je vais accélérer un petit peu la vidéo. Voilà. Il est là enfin. Le Shepard. Étrange, moi qui pensais que le Shepard dont les personnages parlaient était le panneau ferroviaire. Il semblerait qu'une autre entité le poursuive. Enfin, la journée est terminée. C'est ainsi que la 5e vidéo démarre. Nous voici encore dans ce décor réaliste. Et au loin, nous pouvons entendre le passage d'un train. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce début de série. Et bien que je n'ai pas encore toutes les clés de compréhension, je crois que je peux commencer à faire une petite analyse. Parce qu'il me semble que je commence à comprendre ce qu'est le Mido. Dans la toute dernière vidéo, on en apprend plus grâce à la description. On y apprend qu'une organisation semble analyser ces séquences, ce qui suggère que The Mido est surveillé et documenté. Cette information est cruciale et va nous permettre d'avoir nos premières clés de compréhension. Apparemment, l'organisation différencie les individus en 2 sections, impacted et unimpacted, ce qui pourrait signifier plusieurs choses. Les impacted seraient des personnes affectées par The Mido, peut-être piégées ou altérées d'une manière ou d'une autre. Les unimpacted seraient des individus extérieurs à cette influence, n'ayant jamais été exposés à ses effets. Cela pourrait suggérer que le Mido n'affecte pas tout le monde de la même manière et que certaines personnes en ressortent complètement transformées. Cependant, certaines personnes vivent encore dans cet espace, et ceux-ci sont perdus dans cet univers étrange. Cependant, il n'est pas totalement chaotique, contrairement à ce qu'on pourrait en penser au premier regard. L'organisation semble d'ailleurs avoir une connaissance approfondie du Mido, allant jusqu'à en identifier des régions distinctes, comme les Outland Steppes. Cela suggère que ce lieu est bel et bien structuré. Il a été exploré par cette organisation et il fonctionne selon des règles précises, ce qui alimente la théorie d'une simulation ou d'un espace parallèle contrôlé. Il semblerait aussi que plusieurs entrées soient disséminées à divers endroits. Sewell est entré dans The Mido via le marais de Occomock, dans le Massachusetts, tandis que cette vidéo indique une entrée en Californie du Nord. Il existe plusieurs accès au Mido. Ces entrées pourraient être situées dans des lieux spécifiques, peut-être liés à des phénomènes paranormaux ou à des zones à forte signification spirituelle. C'est le cas pour le marais de Occomock et son lien avec The Mido. Il suffit d'aller faire quelques recherches pour voir que cet endroit est un lieu historique avec une grande signification spirituelle et culturelle. Occomock signifie lieu où résident les esprits, ce qui fait directement écho au titre de la série. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. Cette région était sacrée par les natifs américains, particulièrement par le peuple Wampanoag. Les Wampanoag vénéraient et redoutaient le Hobomok, qui était décrit comme étant composé des âmes des morts. Et les Wampanoag ont utilisé le marais de Occomock pour se défendre contre les colonies anglaises de Nouvelle-Angleterre. Après la mort du chef des Wampanoag, sa ceinture, nommée Wampum, a été prise pour être offerte au roi d'Angleterre, mais elle a disparu en cours de route et n'a jamais été retrouvée. C'est assez intéressant d'ailleurs car cette ceinture est un objet à trouver dans People Still Live Here et elle reste perdue à ce jour aussi dans le monde réel. Il y a donc un rapport étroit entre les légendes du marais d'Occomock et la simulation du jeu People Still Live Here. Les âmes, comme le pensaient les Wampanoag, peuplent encore le marais, mais aussi The Mido. En tout cas, il est possible que Sewell ait été une des nombreuses personnes à s'y être retrouvée piégée. Selon sa rubrique nécrologique, il passait beaucoup de temps près du marais. Peut-être cherchait-il un moyen de retourner de manière naturelle dans The Mido et non de manière simulée par un logiciel. C'est pour cela qu'il existe une version virtuelle et une version non virtuelle de The Mido. Dans tous les cas,
The Meadow n'est pas un lieu unique. Il est accessible depuis différents endroits et pourrait peut-être même être un réseau de dimensions interconnectées, auquel on pourrait y accéder de notre vivant, mais également après la mort. The Meadow est un espace liminal. J'en veux à son esthétique dénuée de vie, où tout ce qu'on y rencontre semble flotter hors de l'espace et du temps. Le terme liminal est un adjectif dérivé du latin limen, signifiant seuil. Il est utilisé pour décrire ce qui est relatif à un état de transition. Par exemple, l'état entre le sommeil et l'éveil peut être qualifié de liminal. Mais aussi l'état entre la vie terrestre et l'accès au paradis ou à l'enfer. Cet endroit, la théologie catholique le nomme le purgatoire. Dans le purgatoire, les âmes ne sont ni condamnées à l'enfer ni prêtes pour la béatitude céleste. Elles se trouvent donc dans un entre-deux et restent vivre ici. Leurs âmes nécessitent d'expier les péchés pour lesquels une pénitence suffisante n'a pas été accomplie de leur vivant. D'où la présence du wampum pour accomplir un rite cérémoniel. Dans People Still Here, les personnages ont quitté leur statut antérieur sans avoir encore acquis le nouveau, évoluant ainsi dans un espace transitoire où les repères habituels sont flous. S'il leur vient l'envie de s'en échapper sans expier leur faute, alors la sortie en sera bloquée. Sinon, il ne reste qu'à faire pénitence auprès du berger, The Shepherd. Et à l'instar de la représentation du berger dans la Bible, qui est une représentation de Dieu qui conduit ses brebis vers des pâturages verdoyants. Que pensez-vous de la présence du Shepherd ? Selon vous, est-il un guide, un gardien ou un piège ? Pour moi, j'essaie de me référer au psaume 23 de la Bible, qui s'ouvre sur ces mots. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. » Sewell a pu revenir à une existence terrestre après avoir visité The Meadow. Atteignant un âge avancé, il a cherché à y retourner via les marées. Il a toujours été dans cet état transitoire, j'en veux pour preuve la musique d'Ella Founhead, qui sont aussi audibles dans le monde réel, mais qu'on retrouve également dans le jeu. A-t-il trouvé The Shepherd et été guidé aux portes du paradis désormais ? Selon vous, The Meadow est-il un purgatoire, une simulation ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref, seul le reste de la série nous le dira et accessoirement confirmera ou pas ma théorie. En tout cas, les débuts sont prometteurs et je suis de nouveau admirative du travail de Ken Pixel. Les espaces liminaux ici sont terrifiants et sont non sans rappeler des films comme Vivarium ou The Truman Show. D'ailleurs, dans ces films, le protagoniste lui-même n'appartient plus à son état précédent sans avoir pleinement intégré le nouveau. Par exemple, pour Truman Show, il sait qu'il n'appartient plus à ce monde, mais n'arrive pas vraiment à en sortir. N'hésitez pas à me donner vos théories sur le sujet, et si cette analyse vous intrigue, on pourrait décortiquer les autres épisodes ensemble lorsqu'ils seront sortis. Dites-moi si ça vous tente. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir répondu au petit sondage que j'ai mis l'autre jour. J'espère que cette vidéo est un petit peu mieux, et je vous remercie encore du fond du cœur d'avoir donné votre avis. Je vous dis à la prochaine sur Eldritch Tale et prenez soin de vous et allez voir la vidéo de Ken Pixel. Elles sont absolument géniales.